Il est l'heure à présent de la revue de presse internationale. Avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Claire. Et au menu, l'adoption. Samedi, on en parlait tout à l'heure dans le journal, par le Conseil de sécurité de l'ONU, de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Accusé par les États-Unis de représenter une menace mondiale, matérialisée, on le sait, par ses récents tirs de missiles balistiques, le régime nord-coréen a désormais l'interdiction d'exporter son charbon, son fer, son plomb et ses produits de la mer. Des sanctions qui pourraient coûter $1 milliard à Pyongyang, selon The Korea Times, soit une part considérable des exportations nord-coréennes, dont le montant s'est élevé l'année dernière à $3 milliards, alors que le quotidien sud-coréen exprime ses doutes sur l'efficacité de ces résolutions en citant le refus de la Chine d'accepter un éventuel embargo sur les livraisons de pétrole à Pyongyang et sa crainte aussi d'une possible escalade de la part du régime nord-coréen. The Guardian, pour sa part, se réjouit de voir le système onusien fonctionner. Pour une fois, je cite, le fait que la Russie et la Chine aient voté avec les États-Unis offre une lueur d'espoir, affirme le journal, qui présente également le vote de la résolution numéro 2371 comme étant proche d'un triomphe diplomatique, je cite, pour l'administration Trump. Analyse que ne partage pas le coréen Jung Daily. Le journal sud-coréen fustige pour sa part l'incohérence stratégique supposée de Donald Trump, dont il dit ne pas comprendre les objectifs en Corée du Nord. Dissuasion, changement de régime, préemption. Le journal cite les déclarations qu'il juge contradictoires de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU et du président Donald Trump, dont le Korean Jong Daily questionne également l'attitude vis-à-vis de la Chine, partenaire ou non, s'interroge le journal. En Chine, justement, les sanctions contre la Corée du Nord sont présentées comme étant effectivement nécessaires à condition que le dialogue avec Pyongyang, jugé essentiel, se poursuive. Les sanctions ne suffiront pas pour parvenir à un accord sur le nucléaire nord-coréen, prévient The China Daily, en mettant en garde contre un éventuel usage de la force qui ne ferait qu'aggraver la situation. La Chine appelle au calme, annonce à Kim Jong-un un haut gradé de l'armée dans le dessin du South China Morning Post. Calme, calme, il vaudra mieux appeler l'interprète, lui répond le cher dirigeant. Allez, direction à présent le Venezuela, où les autorités disent avoir étouffé dans l'œuf hier une rébellion au sein de l'armée. Cette tentative de rébellion, dont les contours sont encore flous au moment où nous parlons, est présentée par El Mundo en Espagne comme le symptôme de ce que les dernières décisions du président Maduro ne sont pas soutenues de façon unanime par l'armée, pourtant contrôlée d'une main de fer par le numéro 2 du régime, Diosdado Cabello. La dérive totalitaire que Nicolas Maduro est en train d'imposer au Venezuela risque de conduire le pays à la guerre civile, alerte le quotidien espagnol, qui revient également sur le limogeage de la procureure générale Luisa Ortega par la nouvelle Assemblée constituante, dont l'opposition juge toujours illégitime. L'opposition vénézuélienne qui chercherait pour sa part à rassembler ses forces, selon The Financial Times, qui rapporte que l'ancien candidat à la présidentielle, les chefs du principal parti d'opposition, Enrique Capriles, a appelé à la formation d'une coalition avec les socialistes, dont une bonne partie croirait toujours au chavisme, sans pour autant soutenir Nicolas Maduro. Prochain grand rendez-vous électoral, les régionales de décembre prochain, auxquelles ses opposants n'ont pas encore dit s'ils comptaient ou non y participer. Voilà pour cette crise au Venezuela. Tout autre chose à présent, le mécontentement provoqué par des parlementaires iraniens accusés d'avoir eu un comportement déplacé dans l'hémicycle. L'affaire nous est rapportée par The Telegraph, qui raconte qu'une poignée d'entre eux, visiblement ravis d'accueillir Federica Mogherini, ont multiplié les selfies avec la chef de la diplomatie européenne venue assister à l'investiture du président Hassan Rouhani. Une attitude critiquée effectivement par d'autres parlementaires, mais aussi par des internautes iraniens qui ont comparé notamment ce comportement à la fascination exercée par Blanche-Neige sur les 7 nains. The Telegraph qui rappelle plus sérieusement qu'une seule femme a exercé des fonctions ministérielles depuis la révolution islamique de 1979, selon l'ONG Human Rights Watch. Allez, un mot pour terminer des vacances de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il n'y a pas dans Sibérie sauvage pour l'un, partie de golf et tennis dans le New Jersey pour l'autre? Et vous, pour quelles vacances opteriez-vous s'il fallait choisir entre les unes ou les autres? Vous demande 20 minutes. Pour ma part, ce sera la Sibérie sans l'ombre d'une hésitation. Les vacances de Trump et Poutine qui ont un
inspiré, on va voir ce dessin au Washington Post. Le journal a imaginé la carte postale de Donald Trump à son homologue russe. Salutations de vacances laborieuses. On voit le président des États-Unis conduisant une voiturette, glace à la main. J'aurais aimé que tu sois là. Et Donald Jr. aussi. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse internationale qu'on peut